Brace the rudders! Raise the sails! Raise the sails! Captain, an unidentified ship is approaching. Over. Roger. Wait, is that an Enterprise sales solution? Reach sales professionals, not professional sailors. With LinkedIn ads, you can target the right people by industry, job title, and more. We'll even give you a $100 credit on your next campaign. Get started today at linkedin.com/results. Terms and conditions apply. Comme tu le sais, je suis en plein voyage de 6 mois en famille en Amérique latine. Dans mon sac à dos, j'ai emporté Crush pour une tournée d'enregistrement en public dans des alliances françaises au Mexique, au Guatemala, au Salvador, au Costa Rica et en Colombie. Sur scène, avec moi, des couples franco-latino-américains me racontent comment on tombe amoureux quand on ne parle pas la même langue et qu'on vient de 2 cultures et 2 pays différents. Ce Crush Tour est soutenu par l'Institut français, établissement public sous tutelle du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères et du ministère de la Culture, qui œuvre à la promotion de la langue française, à la circulation des œuvres, des artistes et des idées à travers le monde. À l'origine et à la coordination de ce projet de tournée, il y a l'Alliance française de Medellín, en Colombie, qui s'engage sans relâche pour promouvoir les échanges culturels entre la France et l'Amérique latine. Un immense merci à Yann Lapoire d'avoir cru en ce projet depuis le premier jour. L'épisode que tu t'apprêtes à écouter est l'un de ces épisodes enregistrés en public dans une des alliances françaises partenaires. Je te souhaite une excellente écoute de ce crush du bout du monde, ou plutôt, que disfrutes esta historia de amor. Au début, oui, parce que, non, c'est pas que c'était difficile, sinon que pour moi, dire je t'aime bien et dire je t'aime, c'était la même chose. Moi, j'ai trouvé que comme il disait je t'aime bien, pour moi, c'était encore plus parce qu'il y avait le mot bien. Donc, du coup, je disais plus je t'aime bien. Et après, elle m'a dit un peu pourquoi je disais pas je t'aime, mais en fait, pour moi, c'était que je t'aime, c'était un peu inférieur. Et en fait, c'était mon erreur. Et la même chose de mon côté, il me disait te amo, mais moi je pensais que te quiero c'était plus fort que te amo. Et donc je me disais pourquoi il me dit pas te quiero si dans toutes les chansons ils disent te quiero. Moi je veux qu'ils me disent te amo et qu'ils me disent le contraire. Ouais, dans toutes les chansons de reggaeton, on est d'accord. Je suis MC, la rebelle en tutu, et tu écoutes Crush, le podcast qui explore la magie des premiers jours des histoires d'amour. Chaque mardi, je reçois à mon micro un ou une invitée qui me raconte à cœur ouvert une rencontre qui l'a intensément marquée pour un jour, une nuit, quelques années ou toute une vie. J'espère que ces témoignages seront pour toi une source d'inspiration pour comprendre et vivre mieux tes émotions amoureuses. Si tu veux découvrir l'actu et les coulisses du podcast, si tu veux t'inspirer, partager et échanger sur l'amour et les rencontres, rendez-vous sur Instagram et sur la chaîne YouTube @Crush le podcast. Alors, je vais commencer par vous dire à tous et à toutes bonsoir. Je vais me présenter, je suis Marie-Charlotte Danchin, la créatrice du podcast Crush, qui est le podcast qui explore la magie des premiers jours des histoires d'amour. Et je suis actuellement en tournée pour des enregistrements en public, en collaboration avec les Alliances françaises d'Amérique centrale. Cette tournée, c'est un projet un peu fou, tout simplement parce que quand j'ai créé Crush il y a 2 ans, j'étais toute seule dans mon salon, seule avec moi-même, mon ordinateur et mon petit micro, sans m'imaginer que ce podcast m'emmènerait de l'autre côté de l'Atlantique. Et avec vous aujourd'hui, j'ai moi-même rencontré mon amoureux, qui est ici présent avec nos 2 enfants, à l'Alliance française de Buenos Aires, il y a à peine 20 ans. Et donc, autant vous dire que venir parler d'amour sur ce continent, qui est un continent de cœur pour moi, ça fait beaucoup sens. Donc, un immense merci à tous d'être venus dans le public pour assister à cet enregistrement. Également, un très grand merci à l'Alliance française de San Salvador, à toute l'équipe qui m'a accueillie depuis hier, Sergio, Eva, Constance, Cyril, qui est là ce soir, et évidemment au lycée français de San Salvador qui nous accueille dans son incroyable auditorium ce soir. Je vais essayer de décrire pour les auditeurs, parce que donc on est en train d'enregistrer le podcast qui sera ensuite diffusé sur la chaîne de Crush. L'ambiance dans laquelle on est dans le grand auditorium du lycée français de San Salvador, et j'ai eu la fameuse idée de tous nous mettre sur scène, et mes invités et moi-même et le public, pour qu'on ait une plus grande proximité ensemble ce soir. Et donc, c'est une ambiance un petit peu particulière, et j'espère qu'elle va accueillir du mieux qu'elle peut mon couple star de la soirée, Elisa et Mauricio. Comment allez-vous ce soir ? Très bien, merci. Très bien également.
J'espère que vous êtes prêts pour le show. On est prêts. Vous êtes Elisa et Mauricio, vous êtes des habitués des événements de l'Alliance française de San Salvador, et c'est pour ça que vous avez entendu parler de la tournée de Crush et que vous avez souhaité candidater. On va découvrir votre histoire ce soir, votre histoire d'amour entre 3 pays, entre la France, l'Allemagne et le Salvador. Avant d'entrer dans le vif du sujet et qu'on découvre tous les détails de votre histoire d'amour, il y a une question rituelle dans Crush, incontournable, celle de vous présenter chacun votre tour en 5 hashtags. Elisa, est-ce que tu veux commencer? Je commence. Alors, j'ai mis souriante, pipelette, pour ceux qui me connaissent, vous le savez, aventurière, tête dans les nuages aussi, et danse, parce que j'aime danser tout simplement. Sur du reggaeton. Sur du reggaeton. Mais ça, on en parlera plus tard. On en parle plus tard. Mauricio, est-ce que tu es d'accord avec ces hashtags ou peut-être que tu voudrais en rajouter un? Non, je suis d'accord. Peut-être j'aurais rajouté, mais je préfère me les garder. Ok, il ne dit pas tout pour l'instant. Mauricio, toi, tu as choisi quel mot pour te décrire? Alors, mes hashtags, c'est autodidacte, et impatient, entrepreneur, et la cuisine, et passionné par la nature. T'es d'accord, Elisa? Je suis d'accord et j'ajouterai inspirant parce que je le trouve très inspirant aussi. Merci beaucoup pour cette description. Pour planter le décor, j'aimerais, Elisa, que tu me dises, et Mauricio après, dans quelle partie du monde tu as grandi? Dans quelle ville ou dans quelle campagne? Dans quel environnement familial est-ce que tu as grandi? Moi, je suis de Rouen, de la banlieue de Rouen, d'une petite ville qui s'appelle Grand-Quevilly. C'est vraiment une ville, c'est pas la campagne en Normandie, c'est vraiment une ville. Et j'ai grandi avec mes parents et mes 2 sœurs, donc dans la banlieue de Rouen, toute ma jeunesse, toute mon enfance et toute ma jeunesse. En parlant français? En parlant français, mes parents sont français également. Et moi, je suis grandi en fait dans la banlieue de San Salvador, dans un quartier populaire. Mes parents sont salvadoriens. Mon père vient de la montagne de Salvador et ma mère est de la capitale. Alors, j'aimerais juste faire un petit aparté pour mes auditeurs français, pour leur présenter le Salvador, parce que je ne sais pas si tout le monde le situe en fait depuis la France. Alors, je vais faire court, parce qu'il faudrait des heures et des heures pour raconter l'histoire du Salvador. Mais donc, le Salvador est un petit pays d'Amérique centrale. Alors, quand je dis petit pays, petit par la taille, mais grand par le cœur, évidemment, qui est entre le Guatemala, le Honduras, et l'océan Pacifique. C'est un pays qui a une histoire et un passé complexe, qui est aujourd'hui tourné vers l'avenir, qui est porteur de plein d'espoir. C'est un pays avec des richesses naturelles incroyables que je m'apprête à découvrir avec ma famille, puisque nous partons 10 jours à l'aventure sur les routes du Salvador dès demain pour découvrir les volcans, les plages, les cascades et tous ces petits villages et ces traditions. Voilà. Le décor est planté, une fois de plus, et nous allons pouvoir entrer dans le vif du sujet. Nous sommes en mai 2016. Est-ce que vous pouvez me dire, chacun votre tour, quelle est votre vie à ce moment-là? Où est-ce que vous vivez? Quel âge vous avez? Ce que vous faites et quelle est votre situation amoureuse? Et moi, j'avais 19 ans en ce moment et j'habitais en Allemagne, à Cologne. Et puis, j'étais en train d'étudier l'allemand en ce moment et j'ai habité en colocation. Tu avais une chérie? Non. Elisa? Et donc, moi, avant de partir en Allemagne, je vivais donc toujours à Rouen. Je faisais un BTS dans les affaires internationales. Et puis, j'ai eu l'opportunité de faire un stage en Allemagne, vu que j'ai étudié l'allemand. Et donc, je suis partie en Allemagne faire ce stage-là. Donc, en mai 2019, je déménage à Cologne, en Allemagne, que je connaissais déjà et que j'appréciais déjà. T'as quel âge à ce moment-là? À ce moment-là, j'ai 19 ans. Ok. Donc, on imagine quand même l'ambiance étudiante. Oui. Entre communautés étrangères, on peut ou pas? Oui. Est-ce que vous faisiez la fête? Oui, beaucoup. Est-ce que c'est en faisant la fête que vous allez vous croiser pour la première fois? Non, mais presque. Tu veux me raconter? En fait, il y avait c'était un bar qui organisait des événements multilingues. Et en fait, mon colocateur était français et lui, il m'a invité de venir à l'événement. Et du coup, cette colocateur travaillait avec Elisa. Et du coup, il a invité à Elisa. Et c'est là où on s'est connus, dans ces bars. Et puis, après, on a commencé à se fréquenter de plus en plus.
Attends, tu vas trop vite. Tu spoil. D'abord, cette première rencontre, qu'est-ce qui va se passer? Parce que vous êtes dans le même bar, ok, pour un café linguistique, quoi, entre étrangers pour apprendre à parler l'allemand ou d'autres langues. Comment vous allez entrer en communication à ce moment-là? Eh bien, notre ami Théo, qui écoutera probablement ce podcast, nous présente. Et donc, il me dit, bah voilà, mon colocataire salvadorien dont je t'avais parlé. Donc, il nous présente. Et là, Mauricio va me parler en français parce qu'il parlait déjà très bien français. Moi, je parlais pas espagnol. Et moi, je vais lui répondre en anglais. Ok. Pourquoi tu lui réponds en anglais? Bah, je voulais être cordiale. Je me suis dit, peut-être il se débrouille bien en anglais. Peut-être ça le mettrait plus à l'aise. Et toi, du coup, quand elle te répond en anglais, tu penses quoi? Moi, j'ai pas aimé, je l'ai trouvée arrogante. Donc, c'était vraiment un cliché de la française arrogante. Et du coup, toi, tu lui parles en français, toi, tu continues de lui répondre en anglais? Non. Après, je comprends que ça avait l'air de l'agacer quand même, mais finalement, la conversation va être un peu courte de ce fait. Parce que trop d'arrogance. Parce que je pense trop d'arrogance, peut-être. Alors, ça m'amène une autre question. Oui. Est-ce que toi, à ce moment-là, Mauricio, tu avais des a priori ou on va dire des idées reçues sur les Françaises? Honnêtement, plutôt les clichés que des fois on voit dans les films, mais aussi quelque chose quand je l'ai vu, disons, la première fois, ça m'avait marqué et que je me suis dit, c'est un peu ça comme j'imaginais, c'est que porter des rouges à lèvres couleur rouge. Et du coup, dans mon cliché, c'était ça, qu'une femme française, des fois, il mettait des rouges à lèvres couleur rouge. Effectivement, c'est un peu l'image de la française, j'imagine, qu'on a à l'étranger. Toi, est-ce que tu avais des a priori, Elisa, alors peut-être pas sur les Salvadoriens en particulier, mais sur les Latinos, peut-être? Et oui, je pensais que c'était des dragueurs. Fallait faire attention quand même. Tu t'imaginais quoi sur la façon dont dans les phases de séduction, par exemple, tu t'imaginais des trucs en particulier? Je m'imaginais que très, très avenant, très sympa. Mais voilà, il faut faire attention. Faut analyser. Ok. Et du coup, quand on te présente Mauricio, tu te dis toutes ces choses ou il contredit ça en étant lui-même? Il contredit ça parce qu'en fait, je me dis, oh, il a une petite tête super mignonne. Je me dis, comme ils disent ici, il me cae bien. Il te tombe bien. Enfin, oui, il me tombe bien. Tu le sens bien, quoi. Voilà, je le sens bien. Je le sens très sympa et gentil surtout. Ok. Très gentil. Physiquement, donc elle porte du rouge à lèvres. Toi, tu la trouves comment? Moi, je suis tombé amoureux. Oui. Direct. Oui, direct. En la voyant. En fait, justement, c'est pour ça qu'il n'y a pas aimé qu'il me réponde en anglais. Mais du coup, il me suis dit, bon, ça va être difficile, mais je vais insister. Ok. Donc, malgré son arrogance. Mais il y a quelque chose aussi qu'elle n'a pas dit. C'est que quand je l'ai connu, elle avait un copain. Ah oui, on avait. Il est vrai. Pas précisé ce fait. Donc, du coup, il me suis dit que j'allais quand même insister. J'allais travailler dur pour arriver au moment. Ok, déterminé. Qu'est-ce que tu vas faire, du coup, pour réussir à tes fins? Si tu tombes amoureux et que tu veux la conquérir, comment va se développer votre relation? Est-ce que vous vous revoyez? Est-ce que vous commencez à devenir potes? En fait, ce qui est tombé bien, c'est qu'en ce moment, il y avait l'Euro en France, l'Euro de foot. Ok. Et du coup, il y a toute la communauté française s'est assemblée pour regarder les matchs de la France. Et du coup, évidemment, il y avait Elisa et il y avait mon colocataire. Du coup, je venais avec eux. Et puis, c'est comme ça que j'ai profité pour la fréquenter, les parler. Et puis, une fois l'Euro a fini, il fallait chercher une nouvelle stratégie. Une nouvelle excuse. Et du coup, j'ai proposé d'aller danser. Du reggaeton. Non, Voilà. non. Vous alliez danser quoi? Un peu de tout, surtout latino. J'aimais déjà bien les musiques latino, j'aimais bien l'ambiance. Bon, j'ai dit #danse parce que j'aime bien danser, peu importe ce que c'est. Donc voilà, On sortait beaucoup du mardi au dimanche. Tout le temps, on sortait. Il y avait toujours un prétexte pour sortir. Ok, vous sortiez en groupe? En groupe d'étudiants? En général, en groupe. À part une fois, il m'a fait une embuscade et on était juste tous les deux. Ah ok, très bien. Quel va être le moment de bascule? Est-ce qu'il y a un moment où il va se passer quelque chose? Tu es toujours en couple avec quelqu'un d'autre? Oui, toujours. Donc, on était vraiment amis, mais je l'aimais bien. Donc, c'était un peu difficile dans ma tête, on va dire, puisque je me disais, j'ai déjà quelqu'un, donc ça restera un ami. Puis est venu le moment où je vais devoir rentrer à la fin de mon stage, je vais devoir rentrer en France. Bon, c'est pas loin, la France et l'Allemagne,
comparé à la France et le Salvador. Et donc, je vais rentrer en France et on va se dire au revoir. On va s'embrasser donc en Allemagne. Et bon, évidemment, ça me fait poser beaucoup de questions. Et je rentre en France et puis je suis un peu chamboulée dans ce moment-là. Très chamboulée même. Ce premier baiser, tu t'en souviens, Mauricio? Je crois que oui, mais je suis pas sûr si c'était celui auquel je me rappelle. Mais à mon avis, c'était au métro. On était dans le métro et puis elle allait rentrer du coup dans son appartement et moi j'allais rentrer aussi. Du coup, c'était au métro. Je pense que c'est ça, non? J'ai un peu les souvenirs flous aussi, donc je ne me prononce pas. Parce qu'il y en a eu tellement depuis. Ah ben, je suis en train de spoiler moi-même. Ok, après ce premier baiser, du coup, ça te chamboule, tu rentres en France. Est-ce que vous restez en contact ou est-ce que du coup la distance fait que la communication se coupe un peu et vous arrêtez de vous côtoyer et de discuter? On a resté en contact aussi parce que avant qu'elle parte, j'avais essayé de jouer mes cartes. Donc du coup, je me suis dit, je vais tenter tout. Du coup, je lui dis, même s'il était encore en couple, qu'il allait attendre et qu'il allait être patient. Par contre, j'ai dit tout à l'heure, il a dit qu'il était impatient. En ce moment, il était patient et du coup, j'ai dit qu'il allait attendre. Et puis, on a gardé contact et du coup, il écrivait quand même tous les soirs pour savoir comment elle allait, s'il était bien rentré en France. Exactement. Donc, moi, sur mon retour, Mauricio m'écrivait et puis j'ai mis fin à ma relation que j'avais puisque je sentais des sentiments pour Mauricio. On s'était embrassés, donc pour moi, ça voulait dire quelque chose et pour lui aussi, je le savais. Donc, je sentais que c'était quelque chose de sérieux et que quand on a un doute, il n'y a pas de doute. Vous communiquez en français à ce moment-là? Oui. Tu nous as pas dit comment tu as appris le français, Mauricio? J'ai appris un peu ici au Salvador avant de partir. Ok. Parce qu'il y avait comme l'idée de partir en Europe. Je ne savais pas exactement où. Du coup, j'ai commencé à apprendre le français à cause de ça. Les Salvadoriens parlent extrêmement bien français. Je suis très impressionnée. Comment va se développer la relation si vous êtes tous les deux séparés entre l'Allemagne et la France et qu'en plus, il n'y a rien d'officiel en fait. Vous êtes embrassés une fois, vous échangez sur WhatsApp, mais qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, à ce moment-là, on va décider d'officialiser et donc 3 semaines, 1 mois après que je sois rentrée, Mauricio me propose de venir à Paris. Donc moi, je me suis dit, je vais lui faire tous les clichés possibles, évidemment. C'est sa première fois à Paris. Donc on a été faire de la Grande Rouge, je lui ai chanté des petites chansons. Edith Piaf. Évidemment. Et je chante pas très bien, donc il était indulgent. Et puis on a été à la Tour Eiffel la nuit quand elle s'illumine, bien entendu. Mes sœurs étaient dans la complicité, donc elles avaient aussi créé des petits pique-niques aux Tuileries, etc. Donc vraiment dans les clichés, il était très heureux. C'était la France comme il l'imaginait, je pense. Non, mais ce que vous savez pas, c'est que quand on était en Allemagne, elle m'avait fait acheter un t-shirt marinier. Une marinière. Oui. Et du coup, quand je suis venu à Paris, il m'avait dit de porter ce t-shirt. Et dis donc, c'est étrange ça quand même. Je me rappelais pas de ça. Voilà. Ce week-end, il se passe bien. C'est le début de quelque chose, je comprends bien. En marinière, sur un fond d'Edith Piaf, au pied de la Tour Eiffel. Est-ce qu'une relation à distance va débuter entre vous? Parce que toi, du coup, t'étudies toujours en Allemagne, Mauricio? Oui, je continue en Allemagne. Et toi, tu es en France? Exactement, oui, je suis toujours à Rouen. Donc oui, on va décider de faire cette relation à distance. On y croit parce que la distance n'est pas si longue à ce moment-là. Et puis, comme j'étais étudiante, j'avais toujours des vacances scolaires, donc l'opportunité d'aller en Allemagne. Et j'avais un nouveau stage de prévu à l'étranger, donc j'ai décidé évidemment de le faire en Allemagne. Ok. La relation à distance, est-ce que vous en souvenez? C'est quelque chose d'assez particulier. Souvent, on se dit non, mais jamais je pourrais me lancer dans une histoire à distance, c'est impossible à tenir, il y a vachement d'enjeux, il faut savoir communiquer d'une façon particulière, il faut gérer sa frustration, il y a un manque qu'il faut savoir aussi aborder. Est-ce que vous vous souvenez de cette période et comment vous la gérez? Parce que c'est souvent, ça arrive souvent en fait, c'est quelque chose qui arrive souvent dans les relations entre dans un couple qui vient de 2 pays différents. La relation à distance, oui, ça va pas être facile à vivre sur certains aspects parce qu'effectivement, il y a le manque, l'envie de faire les choses ensemble. Mais en même temps, on a la possibilité de se parler sur WhatsApp, d'échanger beaucoup, avoir hâte aussi d'arriver à une certaine date, de se voir et de vivre les choses à 200% finalement quand on se voit. Et toi, Mauricio, comment tu le vis?
Moi, je le voyais d'un côté pas difficile parce qu'en fait, j'ai trouvé que finalement, la distance n'était pas si longue parce qu'on pouvait prendre, en ce moment, il y avait un Flixbus et donc, du coup, on pouvait prendre le Flixbus et ça allait direct jusqu'à Rouen. Donc, je voyais pas ça comme un problème. Ok, je crois que cette relation à distance, elle dure pendant 1 an, à peu près. Ouais. Et à un moment, tu vas prendre une décision, Mauricio. Tu vas décider de rentrer vivre, d'aller t'installer en France avec Elisa. Pourquoi tu prends cette décision et quels enjeux tu y mets à ce moment-là? Il y a différentes choses en fait qui vont m'amener à décider de déménager en France. D'abord parce que je voulais changer un peu de l'Allemagne. Et du coup, vu que maintenant il y avait une copine française, je me suis dit peut-être c'est bien si je vais tester en France. Et puis j'ai commencé à en parler à Elisa. Et puis finalement il y a un ex-camarade d'école qui en fait c'est lui qui m'a aidé du coup au début pour venir faire la colocation avec lui. Et c'est comme ça qu'on a commencé à habiter un peu ensemble. Pas tout au début, parce que Elisa habitait encore avec ses parents. Et c'est après qu'elle va décider de continuer ses études à Paris que finalement on déménage ensemble. Toi, Elisa, comment tu vis le fait que Mauricio quitte l'Allemagne et qu'on a un peu l'impression que du coup, il quitte tous ses repères, toute sa vie en Allemagne pour venir s'installer avec toi? Est-ce qu'il y a une forme de culpabilité? Est-ce que tu as l'impression que c'est un risque? Comment tu le vis? Pour moi, alors je suis évidemment très heureuse, je vais l'avoir tout le temps à côté de moi. En plus, à Rouen, donc il est venu à Rouen, il n'a pas déménagé à Paris, il est venu à Rouen en premier, donc faut vraiment aimer peut-être. Et j'étais en fait quand même un peu stressée parce que je me suis dit, il quitte tout pour moi. Alors il a déjà quitté sa famille au Salvador, maintenant il quitte ses amis en Allemagne et il vient pour moi à Rouen. C'est vraiment une grande, grande preuve, je pense, à ce moment-là, d'amour pour la relation et de sérieux sur le fait de continuer ensemble. À ce moment-là, moi, j'ai une question quand même, Mauricio, par rapport au fait que tu t'exprimes en français. Donc là, vous êtes quand même dans une relation où il y a un engagement et émotionnel et matériel. Donc là, en venant t'installer en France, l'engagement, il est total. Toi, tu t'exprimes en français, Mauricio. Est-ce que tu as eu... à certains moments, tu t'es posé des questions sur comment être toi-même en français, c'est-à-dire dans une langue autre que ta langue maternelle. Et est-ce que tu t'es retrouvé dans des situations où tu n'arrivais pas à exprimer tes sentiments, où il y avait une certaine difficulté à exprimer tes sentiments et Elisa en français? Et je pense, mais surtout quand on se disputait. Parce que des fois, je pense qu'elle trouvait qu'il disait des choses plus graves. Je ne pensais pas qu'il était en train de dire des choses si graves. Ok, donc tu utilisais des mots en français qui avaient une résonance très forte chez toi et toi, tu ne pensais pas qu'ils étaient aussi... C'est ça, oui. Ouais, qu'ils avaient autant de sens. Je pense que ça fait un peu partie, des quiproquos parfois. Mais même encore des fois. C'est vrai. Mais je pense que c'est toujours difficile dans une autre langue d'exprimer le maximum de ses émotions. Et donc, si c'est une émotion forte, c'est difficile de l'exprimer. Ouais, c'est pas la première fois qu'un couple mixte comme ça me dit qu'effectivement, la dispute cristallise un certain nombre de différences. Et quand on parle de mots d'amour, est-ce que ça a été difficile pour toi d'exprimer tes sentiments amoureux à Elisa en français? Au début, oui, parce que, non, c'est pas que c'était difficile, sinon que pour moi, dire je t'aime bien et dire je t'aime, c'était la même chose. Moi, j'ai trouvé que comme il disait je t'aime bien, pour moi, c'était encore plus parce qu'il y avait le mot bien. Donc, du coup, je disais plus je t'aime bien. Et après, elle m'a dit un peu pourquoi je ne disais pas je t'aime, mais en fait, pour moi, c'était que je t'aime, c'était un peu inférieur. Et en fait, c'était mon erreur. Et la même chose de mon côté, il me disait te amo, mais moi je pensais que te quiero c'était plus fort que te amo. Et donc je me disais pourquoi il me dit pas te quiero si dans toutes les chansons ils disent te quiero. Moi je veux qu'ils me disent te amo et qu'ils me disent le contraire. Dans toutes les chansons de reggaeton, on est d'accord. Ça va être la running joke, je crois. Absolument. Parce qu'on va bientôt arriver à comment toi tu vas finir par apprendre l'espagnol. Parce qu'à ce moment-là, j'imagine que vous communiquez principalement en français. Toi, tu parles pas du tout espagnol. Non, je parle pas du tout espagnol. Est-ce que c'est à ce moment-là, Mauricio, que tu vas devoir... tu vas rester... Combien de temps tu vas rester en France et à quel moment tu vas devoir revenir au Salvador? Alors, je vais rester environ 1 an. Et puis après, je rentre au Salvador. Et la date, c'est en 2018. En avril 2018, il rentre au Salvador. Voilà. Tu veux m'expliquer pourquoi tu y vas? Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là?
Et ce qui se passe, c'est qu'en fait, au début, quand je suis parti, il y avait les visas pour aller en Allemagne. Et du coup, comme j'ai décidé de déménager en France, j'ai essayé de faire aussi un visa là-bas. Du coup, je ne pouvais pas le faire sur place. Il fallait rentrer au Salvador. Et c'est pour ça que j'ai dû quitter la France pour faire tous ces papiers et au Salvador. Quand tu as quitté le Salvador pour aller faire tes études en Allemagne, tu es parti pour quelle raison? Bon, comme je dis au début, en fait, je venais d'un quartier populaire, donc du coup, j'ai vécu très fortement et tout ce qui s'est passé dans le passé ici dans le pays, dans le sens des violences, insécurité, etc. Mm-hmm. Du coup, c'est une des principales choses qui m'a poussé à déménager et quitter mon pays. Et j'imagine que c'est une grosse décision. Du coup, tu vis plusieurs années en Europe et à ce moment-là, tu dois rentrer en Salvador. Tu as quel état d'esprit à ce moment-là? Est-ce que tu es content parce que tu n'as pas vu ta famille pendant toutes ces années? Et oui, dans ce sens, j'étais hyper content parce que ça faisait 3 ans du coup que je n'avais pas vu ma famille. Mais d'un autre sens, je n'étais pas si content parce que je sentais qu'il n'y avait pas encore fini de faire ce que je cherchais en Europe. Tu rentres, qu'est-ce qui se passe là-bas pour toi? Tu es content d'être là? Tu retrouves ta famille? Qu'est-ce que tu entreprends? Du coup, tu dois rester un certain temps ou... Oui, environ un an. Okay. Environ un an, oui. Ok. Donc Claire recommence une relation à distance, mais alors beaucoup plus loin. Oui, tout à fait. On va être à distance pendant près de 5 mois. Donc là, ça va être beaucoup plus loin et c'est 8 à 7 heures de décalage horaire. Donc ça va être vraiment plus difficile à vivre. Toi, à ce moment-là, Elisa, est-ce que tu te dis, moi, je vais aller vivre au Salvador? Dans ce moment immédiat, non. C'est en fait Mauricio qui va me proposer de venir vivre au Salvador. Et il me dit pourquoi tu viendrais pas ici? Tu as bientôt fini ton année d'études. Pourquoi tu viendrais pas découvrir mon pays? Moi, j'avais très envie de découvrir son pays. Je pense que ça faisait partie de lui, donc c'était évidemment quelque chose que je voulais connaître. Et j'avais très envie, mais de l'autre côté, je voulais continuer mes études. Et puis, j'ai eu aussi d'un côté un peu une pression familiale qui m'ont dit « Mais ne quitte pas tout pour l'autre bout du monde inconnu. » Normalement, j'allais la kidnapper, selon la famille. Est-ce que tu avais cette appréhension-là? Parce que quand même, on va le dire, on va crever l'abcès, le Salvador avait mauvaise réputation à ce moment-là en France. Oui. Toi, tu le vis comment? Ta famille, quand tu dis que j'avais la pression familiale, ça veut dire quoi? Eh bien, alors comment moi je le vis à ce moment-là, j'étais déjà dans l'idée un peu aventurière. Je m'étais dit, j'aimerais bien vivre à l'étranger, alors pourquoi pas, l'Allemagne, c'était pas si exotique, donc pourquoi pas partir à l'autre bout du monde. Et quand il m'a proposé, moi je me suis dit c'est une bonne idée. Et puis oui, Salvador a mauvaise réputation, mais s'il me propose de venir, c'est que tout va bien se passer. J'ai confiance en fait en Mauricio. Quand je l'annonce à ma famille, c'est bien plus difficile pour eux parce qu'évidemment, pour eux, même s'ils connaissent Mauricio et qu'ils l'apprécient, ça reste que je vais dans un pays qui fait des gros titres seulement pour des mauvaises choses. Donc, la peur d'envoyer sa fille toute seule. J'avais 21 ans à ce moment-là. Donc, que je parte toute seule, en fait, dans ce pays si sulfureux, c'est compliqué pour eux à imaginer. Et toi? Et moi... T'as pas peur? Non. Parce que tu as complètement confiance en Mauricio, j'imagine. Est-ce qu'il y a aussi chez toi, tu as utilisé le hashtag aventurière, est-ce qu'il y a aussi cette fibre chez toi du voyage, d'envie d'aller découvrir l'inconnu, le lointain? Oui, tout à fait. En fait, j'avais vraiment cette envie de découvrir l'inconnu, le lointain. Ça vient aussi en partie du fait qu'avec mes parents, on a fait pas mal de voyages dans ma jeunesse. Aussi l'histoire de mes grands-parents. Mon grand-père était marin, il faisait toute l'Amérique latine. Donc, quand il me parlait de l'Amérique latine, il avait des étoiles dans les yeux. Ma grand-mère, elle est de la Martinique. Il l'a rencontrée dans le port en Martinique et ils se sont fréquentés à distance à l'époque. Incroyable. Avec des lettres. Donc, c'est une histoire, je pense, qui finalement, dans le fond, m'a influencée et m'a fait comprendre que j'avais vraiment pas peur, que d'autres l'avaient fait avant moi dans des conditions bien plus difficiles de distance où il n'y a pas de téléphone et où il faut attendre le bateau. Ok. Et donc, tu pars.
Et donc, je décide de partir en septembre 2018. Et avant ça, avec mes parents, on en a reparlé, avec mes sœurs. J'avais évidemment l'appui de ma grand-mère, parce que j'avais dit à ma grand-mère, quand même, faudrait m'aider avec ça si tu as fait la même décision, parce qu'elle était partie pour vivre à Dieppe, en Normandie, quand elle venait de la Martinique. Bon, c'est un choix. Donc, faudra que j'interviewe ta mamie. Absolument, je pense que ça vaudrait le coup. donc à ce moment-là, je pense que voilà, ma famille me soutient complètement et me dit que dans tous les cas, ils seront là quoi qu'il arrive si je reviens et si je suis très heureuse là-bas. Ok. Donc, tu pars au Salvador. Je pars. Avec une date limite? Tu te dis que tu pars pour un certain temps ou on verra bien? Et non, j'avais dit que je partais pour 1 an maximum. Ok. Qu'est-ce que tu découvres en arrivant dans le pays de Mauricio? Comment tu es accueillie? Quelles sensations ça génère chez toi? Et l'accueil est incroyable. J'arrive donc chez ses parents dans le quartier populaire où il a grandi, et ses parents me disent, alors je ne comprends pas, mais Mauricio va donc me traduire. Ils me disent écoute, tu es à la maison, on est ravis de te connaître, on est vraiment très très heureux de te connaître. Donc tu fais comme à la maison, mais vraiment littéralement comme à la maison. Tu es une fille de plus pour nous à la maison. Et ils ne me connaissaient pas à l'époque, juste de WhatsApp. Donc, c'était quand même très fort. Tu vas apprendre l'espagnol? Comment tu vas faire? Je vais apprendre l'espagnol, notamment grâce à mes beaux-parents qui vont ne cesser de me parler. Et donc, ce qui va me permettre de développer mes compétences en fait en espagnol. Je vais aussi regarder une telenovela avec ma belle-mère. Qui était vraiment géniale. La première saison, j'ai rien compris. La deuxième saison, j'étais déjà mieux. Et puis, comme le mentionnait Marie-Charlotte, j'aime bien la musique et j'adorais le reggaeton déjà en France, mais je savais pas que c'était si vulgaire parfois. Et donc, je vais apprendre l'espagnol en partie avec le reggaeton et ça va vraiment m'aider, véritablement. Ça va m'aider tout ça, ce petit mix de mes beaux-parents, du reggaeton et de la télé, donc des telenovelas. Génial, j'adore ces anecdotes. On a tous appris, enfin, je sais pas vous, mais moi, ma génération, on a appris l'anglais en France en écoutant les Beatles. Beatles, reggaeton, on est bien, non? Très différent quand même dans le contenu, mais pourquoi pas. Toi, Mauricio, au moment où tu accueilles Elisa dans ta famille ici au Salvador, est-ce que tu es content de lui montrer ton univers, ton pays, ta culture? Oui, complètement. Parce que du coup, quand j'étais en Europe, j'ai parlé un peu du pays, des choses aussi. Et je voulais qu'enfin quelqu'un puisse voir les bonnes choses qu'avait le pays. Tu restes donc presque 1 an. Et au bout d'1 an, je crois que vous voyagez un petit peu dans le pays, en mode backpack. Oui, on va visiter en fait un peu le pays et après on décide de faire un voyage de 2 mois et demi en Amérique centrale. Et on est fait aussi au sac à dos. Et ça aussi nous a permis d'être aussi en relation, mais faire un voyage parce qu'on avait du coup jamais voyagé ensemble. Et ça avait été un peu particulier la relation jusqu'à maintenant parce qu'on a eu la distance, après on a été ensemble, on a été à Paris, en Allemagne, donc du coup ça avait basculé très vite. Et puis finalement, ça nous a permis d'être ensemble 2 mois et demi et en profitant finalement un peu. Toi, ce que tu découvres du Salvador, est-ce que tu te souviens, Elisa, s'il y a des choses particulières qui t'ont marqué? Je ne sais pas sur... on va toujours revenir au même, mais la nourriture, les traditions. Une anecdote assez marquante au début. En fait, tous les jours, vers 18h, il y avait des booms dans le quartier comme des tirs. Et moi, je me suis dit, oh là là, dans quoi je me suis mis? Il s'agissait de l'église qui faisait tout simplement une messe, une église évangéliste. Et à la fin de la messe, tous les jours, ponctuellement, ils allaient jeter des pétards dans la rue. Et moi, je pensais que c'était des tirs. Et donc, à un moment, au bout de 2 semaines, j'ai dit à Mauricio, ça me fait peur. Tous les soirs, il y a des tirs dans le quartier. Et il m'a dit, non, ce sont les églises évangélistes. Habitue-toi parce que c'est comme ça partout et ça sera pire à Noël. Après, j'ai compris. Et c'est vrai que c'est un truc qui est marquant même au-delà des frontières du Salvador, en Amérique centrale, au Mexique, au Guatemala. Ça tire, mais même plus que tous les jours à 18h. C'est quasiment tout le temps, en fait. Oui, même à 5h du matin. Ça, c'est vrai. Ouais, c'est ça. La nuit, ça pète hyper fort et tout. Et c'est vrai que c'est surprenant au départ. Vous êtes habitués? Je pense que oui, on est habitués. Ils peuvent même très bien dormir comme ça. C'est impressionnant. Mais je pense aussi qu'elle a oublié, mais ça l'a choqué, écouter les vendeurs du pain qui passent dans un vélo et qui fait bip, 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 bip tous les matins. À 5h, il y a un vendeur
qui vend du pain dans une vélo. Et puis, il a un klaxon, en fait. Et du coup, il fait sonner son klaxon. Et puis, c'est comme ça que les gens, ils savent qu'il arrive. Là. OK. Au niveau de la nourriture, tu t'es sentie à l'aise tout de suite? Oui, parce que j'aime bien manger de tout, donc j'étais ouverte à l'expérience. J'ai adoré les pupusas, évidemment, un incontournable. Qui n'aime pas la pupusa? Tu veux me dire ce que c'est? La pupusa, c'est en fait comme une espèce de galette de maïs fourrée aux haricots rouges, fromage. Ça peut être aussi avec du porc moulu. C'est difficile à décrire, mais c'est vraiment un plaisir pour les gourmands. Tout le monde aime la pupusa et c'est servi avec une petite sauce tomate maison, un curtido qui est un mélange de choux vinaigrés, de carottes. Et en fait, le tout donne une expérience vraiment assez unique en bouche. OK. On en a un peu mangé, donc je vois à peu près ce que c'est. Mauricio, tes parents, donc, ils ont très bien accueilli Elisa, etc. Est-ce que tu sais ce qu'ils pensaient du fait que tu te mettes en couple et que tu fondes ta vie avec une étrangère et avec une Française? Est-ce que tu t'en as parlé avec eux? Oui, mais je pense que ça ne les a pas semblé ni bizarre ni étrange. Et surtout mon père, que c'est quelqu'un qui ne se prend pas beaucoup la tête, ni pose pas beaucoup de questions. Donc, du coup, pour lui, c'était OK, c'est bon. Et je pense que c'est plutôt ma mère, peut-être, qui avait des questions, surtout culturelles, peut-être, qu'il pourrait avoir et qui me disait à moi, en cachet, me disait, est-ce que tu as vu ce qu'il a fait Elisa? Est-ce que tu penses que c'est comme ça qu'elle l'a fait? Tu te rappelles un petit peu ce que ça pouvait être ou pas? La vaisselle. Oui, la vaisselle. Et parce que ma mère, elle aime bien faire la vaisselle à la main parce qu'ils disent que sinon, c'est pas bien fait. Ouais. Donc, du coup, quand Elisa l'a fait, il me disait, mais ils savent faire la vaisselle en France, me disait. Du coup, je disais, bah oui, je sais, mais du coup, c'était ça un peu des fois, certaines choses comme ça que ma mère, elle allait voir ou vérifier si Elisa les faisait comme nous, on les faisait au Salvador ou à la maison. C'est ça, mais c'était toujours bienveillant. Mes beaux-parents sont adorables. Vous allez rester, du coup, tu vas rester presque 1 an au Salvador. À un moment, tu as envie de rentrer en France? Tu as une obligation de rentrer en France? Comment ça se passe? Oui, en fait, au mois d'avril à peu près, à ce moment-là, je suis en voyage au Costa Rica avec Mauricio et puis j'ai un peu des mauvaises nouvelles de ma famille en France, donc je décide de rentrer en France. C'est un peu plus rapide que prévu, disons. C'était pas prévu de rentrer aussitôt puisque je pouvais encore attendre jusqu'à l'été à peu près pour rentrer. Et donc, je décide de rentrer en France et Mauricio décide de venir avec moi, de rentrer en France également. Pourquoi tu prends cette décision? Enfin, j'imagine par amour, évidemment. Est-ce qu'à ce moment-là, vous envisagez votre vie en France, le futur en France? Si, on décide de déménager aussi parce que la situation au Salvador en ce moment, ni pour Elisa ni pour moi, était l'adéquate. Du coup, on a dit qu'en France, on allait avoir plus d'opportunités. Et c'est à cause de ça que finalement, on prend la décision de rentrer en France. En France, je crois qu'il va y avoir un petit événement fromage. Tu veux me raconter, Elisa? Effectivement. Alors, en fait, juste avant de partir, quand même, on s'est dit quel est le plan. Et donc, on a décidé qu'on allait se marier quand on allait rentrer en France. Et donc, on arrive en France. Le soir même, on annonce à mes parents qu'on va se marier. Ils me disent, on s'en doutait. Enfin, c'est la logique des choses pour pouvoir avancer ensemble. Et à ce moment-là, on met une date avec la mairie qui est dans 3 semaines. Donc, à peu près 3 semaines, 1 mois après être revenu en France, on se marie à la mairie. Et mes parents me demandent, et qu'est-ce que tu voudrais comme repas de mariage? Ça va être un tout petit mariage à la maison avec tes amis proches, mais qu'est-ce que tu voudrais? On était un 22 juin et j'ai demandé une raclette. Et donc, nous avons fait une raclette pour notre mariage, une raclette partie avec tous nos super copains. Théo, qui nous avait présenté en Allemagne, qui était notre témoin. Florence aussi, qui était notre témoin, une amie de l'Allemagne. Et puis, tous les amis qui habitaient dans la même rue, parce que c'était un peu en catimini, tout ça. Donc, Mauricio, est-ce que tu t'étais déjà imaginé te marier autour d'une raclette? Non, c'était pas comme j'avais imaginé, mais c'était pas le plan. Mais en tout cas, c'était une très délicieuse raclette. Ça m'a marqué. Il y avait beaucoup aussi. Ok. T'aimes le fromage français? Oui, j'adore tous les fromages. Elisa, par contre, elle n'aimait pas. Ah,
Oui, Avant. quand je l'ai connue, elle n'aimait pas le fromage ni les vins. Oui, c'est un peu drôle. Je sais. Mais attends, mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? T'aimais pas le fromage et t'aimais pas le vin. Parce que tu te dis, ça va quand même bien. C'est fait pour aller ensemble, quoi. C'est fait pour aller ensemble, mais oui, j'aimais vraiment pas le vin ni le fromage. C'était vraiment non, 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 je n'en veux pas. Donc, Mauricio s'est senti à ce moment-là un petit peu arnaqué par la Française qui n'aimait pas ni le vin ni le fromage. Et c'est en fait lui qui va un peu m'initier à tout ça. Et maintenant, j'adore le fromage et le vin, donc tout va bien, tout va mieux. Oui, mais tu lui chantais du Edith Piaf, quand même. Oui, quand même. Ça Non, je compensait, mettais non quand même du rouge à lèvres rouges et chantais du Edith Piaf, Ouais. donc ça compensait dans tout ça. Ok. En France, votre vie s'installe. C'est quoi la vibe? Qui onda? Qu'est-ce qui se passe? Et en ce moment, en fait, du coup, comme on s'est marié, et ça, c'était à Rouen, parce que le mariage, c'était à Rouen. Et après, du coup, on a déménagé à Paris. Et puis là, on commence à s'installer. Et puis, Elisa va continuer avec ses études. Et moi, je vais trouver un travail en ce moment. Et puis, on va rester comme ça jusqu'à que, du coup, arrive les Covid. Et là, du coup, on va passer à l'appartement toute la période du confinement. À Paris? Ouais, on va aller vivre dans un bon petit souvenir. appartement. Donc, à ce moment, on était en train de se développer, disons, de façon économique. Donc, du coup, on habitait dans un petit appartement. Et puis, c'est là où on a vécu les Covid. Elle vous plaît, votre vie en France, à ce moment-là? Bah, quand on revient vraiment, hein, quand on revient du Salvador, moi je suis déprimée 3 mois parce que au Salvador, bah, les gens ils sont toujours avec le sourire, il fait beau, donc c'était vraiment quelque chose. Une fois qu'on est à Paris, bah, je reprends mes études, une petite vie, on va dire, assez dynamique, donc ça c'est plutôt chouette. Mais après, quand arrive le Covid, évidemment, là c'est au début ça ressemble à du repos, puis après c'est Ouais. c'est Bon, angoissant. difficile, ouais. Difficile pour tout le monde. Exactement. N'est-ce pas, chérie? Nous, si nous étions dans un appartement petit à Paris avec nos 2 enfants de 2 et 4 ans, à quel moment, parce qu'aujourd'hui vous habitez ici, à San Salvador, à quel moment l'envie et la décision de rentrer, vous installer pour un futur ici au Salvador va vous venir en tête et comment vous allez la matérialiser? En fait, je pense que le Covid a été quand même un élément déclencheur, hein, comme l'a dit Mauricio, quand on se développait un peu économiquement, arrive le Covid. Moi, j'ai toujours mon job, mais finalement, pour les deux, c'est un peu compliqué sur cette période-là, parce qu'on remet un peu en question le mode de vie hein, aussi de la capitale. Et moi, ça me manquait beaucoup le Salvador et à Mauricio aussi, je pense. Oui, ça me manquait énormément. Mais de mon côté, je pense que aussi ce qui nous a fait, parce qu'en fait, c'était un plan, mais pas pour ce moment. On s'avait dit, on va rentrer au Salvador, mais peut-être d'ici 5 ans. Et du coup, ce qui a déclenché finalement, c'est qu'il y a eu deux événements. D'abord, on avait changé d'appartement et quand on a changé d'appartement, on pensait qu'on allait être plus heureux et c'était pas du tout le cas. Et la deuxième chose, c'est qu'on avait fait un voyage en Russie parce que c'était le rêve d'Elisa de visiter la Russie. Du coup, en rentrant du voyage, on s'est dit qu'on était plus content d'habiter en fait en ce moment-là à Paris, en France. Et c'est ça qui finalement nous a poussé à faire les plans qu'on avait prévus pour 5 ans après, de les passer dans la même année et dire en fait, il faut qu'on aille maintenant au Salvador. Ok, on est en quelle année à ce moment-là? Et le voyage en Russie, c'était en janvier 2022. Ok, donc en 2022, vous revenez ici au Salvador pour vivre, pour vous installer avec quel plan? Alors, quelles en fait, ambitions? Un petit peu en avril 2022, on prend vraiment la décision, comme le dit Mauricio. À ce moment-là, on est dans vraiment une meilleure situation. On pense avoir tout pour être content et en fait, on ne l'est pas complètement. Donc, en avril 2022, Mauricio, avec son âme entrepreneur, me dit pourquoi on ne ferait pas une entreprise ensemble au Salvador. Et moi, je lui dis bah oui, pourquoi pas, mais quoi, qu'est-ce qu'on va lancer? Et donc, c'est là qu'on va mûrir l'idée de l'agence de voyage. Donc, entre avril et septembre 2022, on va préparer tout ce projet-là, commencer à le promotionner, avoir un site web, etc. La situation au Salvador en septembre 2022, est-ce qu'elle a changé par rapport à ce que tu me disais tout à l'heure, Mauricio? En ce moment, c'était en train de changer. Et il était en train de changer à ce qui s'est passé avant, je pense. Et puis, j'entendais parce qu'il n'y avait pas vu, je n'étais pas encore sur place. Donc, du coup, j'écoutais ce que mes parents me disaient. Et puis,
on s'est dit, peut-être vraiment, ça va changer complètement. Donc, c'est le meilleur moment d'y aller et essayer d'apporter un petit grain aussi à ces changements. Donc, toi, tu laisses ta famille en France et tu vas t'installer au Salvador pour lancer une entreprise en couple avec ton chéri. Passer donc de la relation à distance à on va faire un business ensemble, bravo. Aujourd'hui, votre vie, elle ressemble à quoi ici à San Salvador? Votre entreprise, tu veux m'en parler, Elisa? Et oui, alors premièrement, quand on a décidé de repartir, j'ai eu un soutien complet de ma famille qui croyait complètement en nous, qui nous disait que c'était une très bonne décision, qu'il fallait suivre son cœur aussi, ce qu'on avait envie de faire. Et donc, quand on va développer ça après, une fois au Salvador, plus le choix, faut vraiment bien se lancer. Et actuellement, l'agence a maintenant bien 2 ans et demi, presque 3 ans maintenant. Et c'est une agence de voyage? C'est une agence de voyage sur mesure. Donc, on fait découvrir le Salvador avec notre vision pour essayer de faire vivre aux personnes ce que j'ai vécu quand j'ai déménagé ici, c'est-à-dire être accueilli les bras ouverts par une population, des paysages très variés dans un mouchoir de poche. Il a tout pour plaire, le Salvador. Autant que ses rivaux sur la zone, il a vraiment tout pour plaire. Et je pense que véritablement, on est sur un pays très authentique, très chaleureux et surtout sans touristes. Et donc ça, c'est vraiment un sacré plus quand on visite un pays. Tu nous as fait une visite guidée du centre historique de San Salvador aujourd'hui. On a passé un excellent moment. Super. Quelle histoire. Vous avez tous les deux fait preuve de curiosité, je pense, d'ouverture d'esprit, évidemment. Je pense qu'il y a une énorme confiance aussi l'un envers l'autre pour vivre en France pour toi, Mauricio, et toi, pour toi, vivre au Salvador, Elisa. Quand vous regardez votre histoire, qu'est-ce que vous vous dites? En quoi ça a changé votre vision du monde, votre vision de l'amour, votre vision de vivre sur notre planète? Je pense que pour moi, surtout, c'est que finalement, avec Elisa, j'ai trouvé la personne idéale et adéquate pour suivre tous mes idées des fois d'entrepreneuriat. Donc, je pense que ça, c'est vraiment quelque chose que j'apprécie beaucoup d'elle. Et l'autre chose, je pense, c'est que les deux, finalement, on est des personnes qui on aime bien s'aventurer, qu'on aime bien chercher la curiosité, que vraiment, on est toujours en train de voir des nouvelles choses, d'apprendre des nouvelles choses. Donc, du coup, finalement, pour moi, c'est le plus important qu'on a eu. Et toi, Elisa? Et moi, je pense qu'une relation, quand c'est de nationalité, on ne cesse jamais d'apprendre de tout ça. C'est toujours intéressant, aussi bien dans la culture, dans le partage de ce que l'on fait. Et effectivement, j'ai trouvé dans Mauricio le partenaire idéal de la surprise, en fait. Il y a toujours de la surprise avec Mauricio. Et c'est vrai que j'aime pas la routine. Ça me déprime, la routine. Et en fait, c'est toujours, il me surprend. Il me surprend vraiment tout le temps. Mais il y a peut-être aussi quelque chose de plus, c'est que le fait de que maintenant nos familles, du coup, la famille Elisa française et ma famille salvadorienne, maintenant puissent se rencontrer. Du coup, ça permet une ouverture d'esprit aussi dans les deux cas, dans le cas de mes parents, dans le cas des parents d'Elisa, d'avoir des connaissances et apprendre beaucoup de choses que peut-être des fois ils ne voyaient pas. Donc, du coup, je pense que ça permet aussi à donner un petit coup extra à les sociétés que maintenant on a besoin. Et du coup, ça permet une ouverture d'esprit et voir les choses d'une façon différente. Génial. Si tu croisais Mauricio, le Mauricio de 2016, avant de rencontrer Elisa, tu lui dirais quoi? Qui allait me marier avec elle. Ne t'inquiète pas. Tu vas rencontrer une femme qui met du rouge à lèvres et qui danse le reggaeton. Elisa, toi, si tu rencontrais la Elisa avant ta rencontre avec Mauricio, tu lui dirais quoi? Je lui dirais, t'es pas prête, tu n'imagines franchement pas ce qui va se passer. Tout ce que tu as en tête, ça va pas du tout être comme ça. Tu vas être surprise, mais en bon. Donc, n'hésite pas, continue. T'es sur le bon chemin. Merci beaucoup à tous les deux. Merci. Merci beaucoup. Merci à toi, Merci à toi. Marie-Charlotte. Merci d'avoir écouté cet épisode. Je compte sur toi pour aller mettre 5 étoiles et un commentaire sur ta plateforme d'écoute favorite, notamment Apple Podcast.
Ça prend littéralement 30 secondes et c'est crucial pour soutenir mon travail complètement indépendant. Si tu veux venir à mon micro, tu peux m'écrire sur crush.lepodcast@gmail.com et si tu veux me soutenir financièrement, clique sur le lien Patreon dans le descriptif de cet épisode. Mille merci pour ton écoute et à la semaine prochaine pour un nouveau Crush. I take aim and I just can't miss. Ask me why do I feel like this? What can I say? Today's my day. Nothing in the world's gonna get in the way. Everything's gonna be A-okay. You know why? Today's my day. What can I say? Today's my day. Comme tu le sais, je suis en plein voyage de 6 mois en famille en Amérique latine. Dans mon sac à dos, j'ai emporté Crush pour une tournée d'enregistrement en public dans des alliances françaises au Mexique, au Guatemala, au Salvador, au Costa Rica et en Colombie. Sur scène, avec moi, des couples franco-latino-américains me racontent comment on tombe amoureux quand on ne parle pas la même langue et qu'on vient de 2 cultures et 2 pays différents. Ce Crush Tour est soutenu par l'Institut français, établissement public sous tutelle du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères et du ministère de la Culture, qui œuvre à la promotion de la langue française, à la circulation des œuvres, des artistes et des idées à travers le monde. À l'origine et à la coordination de ce projet de tournée, il y a l'Alliance française de Medellín, en Colombie, qui s'engage sans relâche pour promouvoir les échanges culturels entre la France et l'Amérique latine. Un immense merci à Yann Lapoire d'avoir cru en ce projet depuis le premier jour. L'épisode que tu t'apprêtes à écouter est l'un de ces épisodes enregistrés en public dans une des alliances françaises partenaires. Je te souhaite une excellente écoute de ce Crush du bout du monde, ou plutôt, que disfrutes esta historia de amor. You know why? Today's my day. Pardon me as I'm gliding along. Moving in rhythm to the vibe of the song. Je suis MC, la rebelle en tutu, et tu écoutes Crush, le podcast qui explore la magie des premiers jours des histoires d'amour. Chaque mardi, je reçois à mon micro un ou une invitée qui me raconte à cœur ouvert une rencontre qui l'a intensément marquée pour un jour, une nuit, quelques années ou toute une vie. J'espère que ces témoignages seront pour toi une source d'inspiration pour comprendre et vivre mieux tes émotions amoureuses. Si tu veux découvrir l'actu et les coulisses du podcast, si tu veux t'inspirer, partager et échanger sur l'amour et les rencontres, rendez-vous sur Instagram et sur la chaîne YouTube @Crush le podcast. You know why? Today's my day. Merci pour votre sincérité et pour vous prêter à l'exercice, parce que c'était pas si facile que ça. Hein. On parle de parcours de vie, on parle d'émotions, on parle de c'est très intime pour eux. Est-ce que vous avez des questions, des commentaires, des remarques, des partages d'expériences que vous avez envie de nous communiquer? Merci pour ce témoignage, très intime, en effet. Donc, c'est toujours intéressant, les portraits. J'ai toujours aimé dans l'IB la dernière page, les portraits, etc. Donc, vraiment, c'était très sympa. J'ai 2 questions. Une pour Mauricio. Où as-tu appris le français? 2, pourquoi vous n'êtes pas marié à l'église de Rouen? À la cathédrale. En fait, je n'avais pas voulu le dire parce que c'est dans notre école du Salvador. Je peux le dire? Dans l'Académie européenne. Ah, mais non! Ça adhérait trop! Pour me justifier, ma prof qui m'a appris le français à l'époque est m'amenée à l'Alliance française. C'est Béatrice Ferrer. C'est bon, ça passe. Tu peux rester, Mauricio. Alors, la petite question pour l'église, on ne s'est jamais marié à l'église. Donc, comme je vous ai dit, on avait fait un mariage vraiment en catimini à Grand-Quevilly, hein, donc pas à Rouen. On n'a pas fait à Rouen, on a fait à Grand-Quevilly parce que c'était beaucoup plus facile d'avoir une date en plein mois de juin. Et puis l'église, je sais pas, sur le coup, on s'est dit ça va être compliqué, l'organisation peut-être. Toi, tes parents sont de tradition catholique? Non, mes parents ne sont pas de tradition catholique. Et toi, Mauricio, c'était de ton point de vue à toi? Tes parents sont religieux ici et croyants ici au Salvador? Oui, surtout ma mère. Ma mère, elle est très croyante. Et comment elle a accueilli le fait que vous ne mariez pas à l'église, et même en France, en fait? Je pense qu'elle s'est juste posé la question pourquoi on ne s'est pas marié à l'église, mais après, avec tous mes choix qu'il avait fait à cette époque-là, je pense qu'elle ne se posait pas trop de questions à ce moment non plus.
Bon, bah voilà, encore un truc qu'elle n'a pas maîtrisé, c'est ça qu'elle s'est dit. C'est ça. Est-ce que vous aviez d'autres questions? Et du coup, je vais vous demander de venir la poser ici. On va faire comme à l'école. Tu peux venir au tableau. Donc oui, comme Cyril l'a dit, merci beaucoup pour votre témoignage très intime. Moi, j'ai une question. Moi, j'ai vu que vous avez fait beaucoup de sacrifices l'un envers l'autre et vous nous avez parlé presque de aucune période de doute en ce qui concerne vos sentiments. Et je voulais savoir, est-ce que vous en avez eu ou est-ce que c'était aussi lisse que ça a paru? Et oui, bien sûr, je pense que il y a eu des doutes, comme il y a eu beaucoup de sacrifices, ça amène aussi parfois des doutes. Je pense que Mauricio sera d'accord avec ça. Donc oui, des moments on s'est dit est-ce qu'on fait bien les choses? Pourquoi on y met autant de cœur? Est-ce que ça vaut le coup de faire tout ça? Mais je pense qu'à chaque fois, ce qui a résulté, c'est que on aime vraiment être ensemble. On a besoin d'être ensemble. Et de mon côté, je pense que j'ai deux impressions. La première, c'est que quand on était tout au début dans la relation à distance, que j'habitais en Allemagne et elle en France, elle est devenue très jalouse. Donc, du coup, ça a été un peu compliqué. Donc, du coup, je me suis dit, est-ce que j'ai bien choisi? Après, ça va. On a parlé. Ça balance. Hein. On a communiqué, du coup, ça a été arrangé. Et puis, sinon, même maintenant, des fois, quand on entreprend ensemble, des fois, on a des moments de doute et de faire en fait quelque chose qu'on passe tous les jours ensemble. On est 24 heures sur 24 finalement tout le temps en train de travailler. Donc du coup, et ça a changé complètement la vie qu'on avait avant parce qu'avant chacun avait son boulot. Donc ça maintenant, ça nous crée des disputes quand même, des discussions. Mais que je pense qu'après qu'on parle, on se dit c'est toujours d'un côté travail et puis on l'oublie et on continue sur la vie de nous. Vous avez utilisé le mot, je laisse la parole après, le mot communication. Est-ce que vous croyez que dans un couple mixte avec deux cultures différentes, il faut encore plus de communication que dans un couple, on va dire, plus classique? Je pense toujours ça dépend un peu des caractères. Comment se fâche quelqu'un. Par exemple, moi, je vais arrêter de parler, par exemple. Du coup, ça facilite pas la communication si j'arrête de parler. Et ça, Mauricio me le dit, ça n'aide pas. Donc, ouais, il y a toujours des choses comme ça. Et il y a eu plein de périodes, évidemment, de doute. Ça fait quand même 9 ans. Et ça nous étonne toujours quand on se dit que ça fait 9 ans. Ouais, c'est passé vite. Donc, c'est bon signe. Hein, c'est que c'est passé vite et qu'on n'a pas vu venir. Bonsoir, merci de votre témoignage. J'aimerais savoir, parce que vous avez parlé beaucoup de votre histoire, mais vous n'avez pas parlé. J'aimerais savoir quelles sont les différences culturelles qui vous ont le plus marqué et comment vous avez réussi à les surmonter tous les deux. Peut-être que Mauricio, quelque chose l'a choqué dans la culture française et toi, quelque chose t'a choqué dans la culture salvadorienne. Quelles sont ces différences culturelles qui vous ont posé le plus de difficultés à surmonter? Je laisse commencer, Lisa. Ouh là là, j'étais en train de préparer ma petite réponse. Et dans les différences culturelles, des choses qui m'étonnent parfois, c'est le bruit. C'est-à-dire que quelqu'un peut regarder la télé, l'autre mettre la musique et l'autre est sur le téléphone et personne n'est gêné. Tout le monde, ça ne le dérange pas. Personne n'est gêné. Donc, c'est quelque chose qu'il faut apprendre puisque c'est comme ça ici. C'est une petite différence culturelle, on va dire, générale. Dans les relations, parfois, les personnes ici, Salvador, elles disent « oui, on va faire ça », puis après, plus de nouvelles. Et moi, quand je dis « oui, on va faire ça », je le fais en général. Donc, c'est un petit point, je ne sais pas. Je pense que j'ai oublié beaucoup de choses. Et moi, je pense, peut-être ce qui m'a marqué plus quand j'étais en France, c'est que j'ai l'impression que des fois, dans la société française, il y a toujours une question qui te pose en première quand tu connais quelqu'un. Et c'est qu'est-ce que tu fais dans la vie? Et du coup, cette question, je la trouve que c'est comme marquant pour te donner déjà un statut si tu peux être ami ou pas avec cette personne. Donc, je pense que c'est la chose qui m'a plus marqué parce que je trouve qu'ici, au Salvador, c'est peut-être une question que des fois, on n'ose pas trop demander. Et je pense que c'est ce qui m'a plus marqué à moi. Moi, je fais partie du club anti poser cette question quand on ne connaît pas quelqu'un. C'est d'ailleurs pour ça qu'à la place, je posais la question comment vous vous êtes rencontrés. Donc moi, je suis du club. On ne pose pas la question qu'est-ce que tu fais dans la vie, ni quel est ton groupe de musique préféré. Faut trouver autre chose. On est d'accord? Ouais. Oui. On est d'accord. Alors, il y avait donc comment vous avez surmonté vos différences
moi, j'ai envie de tourner du coup la question un tout petit peu différemment. En quoi vos différences aujourd'hui, elles font la richesse de la richesse de vos échanges quotidiens, de votre vie quotidienne? En quoi justement vos différences, elles vous enrichissent l'un et l'autre et votre couple? Et déjà, on a 2 caractères différents. Je suis plus un peu extravertie et lui peut-être plus timide. Et finalement, les deux ensemble, ça nous permet de bien se compléter. Je pense que si j'étais avec quelqu'un comme moi, ça me saoulerait sûrement. Et est-ce que tu crois que c'est un trait de caractère culturel chez les Salvadoriens? Non. Non. Non, je pense pas que ce soit un trait de caractère salvadorien, ça. Et je pense que c'est un peu comme on s'est fait contrepoids et finalement Elisa elle apporte des choses que moi j'ai pas et moi aussi et justement maintenant aussi dans le côté entreprise ça nous permet à avancer des fois et passer certains aspects plus vite que si on n'aurait pas ces compléments. Quelle langue vous parlez à la maison? Est-ce que c'est toujours en français? Est-ce que ça switch? Est-ce que des fois tu lui parles encore en anglais ou ou l'allemand même? Parce que vous parlez les 2 allemands. J'oserais pas lui reparler en anglais. On communique en français depuis le début et jusqu'à maintenant, on parle toujours en français même à la maison. Et puis quand il y a mes parents, là, on parle un peu. Bon, Elisa parle avec mes parents en espagnol ou avec ma famille, mais moi avec elle, même s'il y a mes parents ou ma famille, on parle en français. À moins que ce soit un sujet où tout le monde est en train de parler, du coup, on va parler tous en espagnol, mais sinon, on parle vraiment tout le temps en français. En frangnol, j'en perds mon français d'ailleurs. Enfin, je vais prendre des cours à l'Alliance. Allez, Sergio, viens au tableau. C'est un peu un détournement de ta démarche initiale. Donc, tu leur as demandé des hashtags pour parler de vous. J'aimerais bien vous demander un hashtag à chacun pour décrire l'amour que vous ressentez l'un pour l'autre. Je t'embauche. Très bonne question. Pour moi, ça serait hashtag force parce que Lisa a été toujours là dans un moment difficile. Donc, du coup, elle m'a toujours donné la force pour toujours avancer. Et moi, je pense qu'inconditionnel, un peu en réponse à Mauricio, parce que finalement, on n'a jamais mis une condition de il faut que tu sois comme ça, il faut que toi tu fasses comme ça, sinon on mettait pas de conditions aux choses et on a laissé le temps faire les choses et on s'est aussi concerté pour faire les choses ensemble, aussi bien quand l'un a fait des concessions pour l'autre, donc c'était de l'inconditionnel. Voilà, je pense. C'est donc ta question qui nous met la larme à l'œil. C'est mon job d'habitude. Merci Sergio pour ta question. Moi, j'avais une dernière question, à moins qu'après, il y en a qui veuillent continuer à échanger, bien sûr. Moi, j'aime bien voir l'amour dans un couple, parce que bon, se rencontrer, tomber amoureux, tout ça, c'est beau, c'est facile et tout. Puis après, il y a faire vivre le couple. Et j'aime bien l'image d'Esther Perel, cette psychologue du couple belge, mais qui est surtout présente aux États-Unis, qui parle de sécurité et de curiosité. Et elle dit qu'en fait, il y a une distance entre les deux personnes du couple et que cette distance, elle se parcourt entre cet espace de sécurité et cet espace de curiosité et que c'est dans la distance qu'en fait, on continue à se désirer, qu'on continue à avoir envie d'apprendre de l'autre, qu'on continue à être curieux de l'autre, etc. Et moi, j'ai l'impression que dans les relations mixtes comme ça, où il y a deux cultures qui se rencontrent, en fait, c'est infini tout ce qu'on peut découvrir de l'autre. C'est déjà un vrai voyage de découvrir l'autre quand on est de la même culture, mais j'ai l'impression que le voyage est encore plus long, peut être encore plus long quand c'est deux cultures différentes. Et je pense que c'est vrai parce qu'il y a dans notre relation, je vais mettre un exemple, c'est des fois, je lui demande à Lisa, quand tu étais petite, quel dessin animé tu regardais? Elle me dit, j'ai regardé telle chose. Évidemment, je ne connaissais pas. Et du coup, ça nous permet de raconter des anecdotes, des histoires que peut-être si on serait en couple avec quelqu'un du même pays, sûrement on aurait en commun. Et dans ce cas, il n'y en a pas. Donc, du coup, on a toujours des histoires à raconter les deux côtés. Oui, je suis complètement d'accord. D'ailleurs, sur les dessins animés, on a des grandes conversations sur le nom de
comment s'appellent les personnages dans Scooby-Doo, enfin tout ça. Donc ça apporte déjà une large discussion. Mais oui, je pense on apprend toujours quelque chose de nouveau alors qu'on pense se connaître. On apprend toujours quelque chose de nouveau. Et puis ça peut être une rencontre qu'on fait dans San Salvador. Et puis il va me raconter une anecdote. Ah bah, c'était un camarade de classe avec qui on a fait ça. Et puis je vais dire, ah bon, vous aviez un groupe, je sais pas, quelque chose comme ça. Il y a toujours quelque chose de nouveau. Donc je pense que c'est varié. Et pour ceux dans la salle qui sont d'un couple mixte, je pense que vous pouvez valider peut-être. Je vais écrire à Esther Perel. Merci à tous, c'était super chouette. Merci Elisa, merci Mauricio. Merci à toi Marie-Charlotte. Et merci à tout le monde d'être resté tout ce temps à nous écouter. C'est vraiment très gentil. J'espère que ça vous aura apporté de la douceur, de l'amour et de la réflexion. Merci beaucoup. Merci d'avoir écouté cet épisode. Je compte sur toi pour aller mettre 5 étoiles et un commentaire sur ta plateforme d'écoute favorite, notamment Apple Podcast. Ça prend littéralement 30 secondes et c'est crucial pour soutenir mon travail complètement indépendant. Si tu veux venir à mon micro, tu peux m'écrire sur crush.lepodcast@gmail.com et si tu veux me soutenir financièrement, clique sur le lien Patreon dans le descriptif de cet épisode. 1000 merci pour ton écoute et à la semaine prochaine pour un nouveau Crush. What can I say? Today's my day. Nothing in the world's gonna get in the way. Everything's gonna be A-okay. You know why? Today's my day. What can I say? Today's my day. Looking for a wellness benefit your employees will actually use? Meet WellHub, the corporate wellness platform employees love and HR trusts. With fitness, mindfulness, nutrition, sleep, and more, WellHub plans make it easy for employees to check in with their well-being, starting at just $11.99 a month. Companies like Unilever, Northwell Health, and Aflac trust WellHub to keep their teams healthy, engaged, and thriving. Visit wellhub.com for a free trial.